la qualité qui m'a le plus aidée dans mon parcours entrepreneurial, c'est la résilience. C'était décidé d'avance qu'il allait être à perte à 100%. Je suis partie aux US alors que je parlais pas anglais. J'ai vraiment grandi en pensant que j'étais très pauvre, que l'argent, fallait surtout pas dépenser, que c'était dangereux de dépenser. Et Covid, du jour au lendemain, comment je réinvente une activité en ligne parce que j'ai pas le choix en fait. Pendant des années, moi j'étais persuadée que je vivrais pas longtemps. J'aime bien rappeler que ça prend du temps et il faut être juste OK avec ça en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast où j'interviewe des entrepreneurs qui sont vraiment inspirants, où je suis leur activité et qui ont qui connaissent et qui ont des affinités avec le programme de dépolarisation. Aujourd'hui, c'est Alexia Cornu que j'interviewe. Je suis vraiment content de t'interviewer parce que j'étais touché sur le dernier séminaire quand tu sortais le film justement avec ta maman. Là, aujourd'hui, tu viens de sortir ce livre. Je me mets à la musculation, donc votre santé, votre longévité commence par vos muscles. Et moi, pour te suivre sur les réseaux, je trouve que ce que tu fais, c'est trop inspirant et c'est pour ça où je voulais vraiment t'interviewer, comprendre ton parcours, comprendre d'où tu viens et justement inspirer d'autres personnes qui veulent monter leur activité à pouvoir se lancer. Donc voilà, merci Alexia d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Moi, je suis ravie d'être ici aussi parce que la dépolarisation, c'est, comme je te disais, quelque chose que j'utilise tout le temps et que j'adore. Donc, tu m'as apporté énormément de choses. Donc, très heureuse de pouvoir aussi contribuer à ce que tu crées. Donc, Alexia Cornu, je suis coach sportif de formation. J'ai fait STAPS, j'étais sur le sport santé, compétition, athlétisme. Et puis, sur ma dernière année de licence, j'ai décidé de changer un petit peu d'orientation en partant sur le sport santé, parce que c'était une époque où ma maman avait besoin d'aide pour prendre soin de sa santé, justement. Et je me suis dit, tiens, au lieu de faire du sport performance, pourquoi est-ce que je partirais pas sur du sport santé pour l'aider elle ? Et puis voilà, c'était il y a 16 ans, donc entre-temps, il y a eu, comme tu l'as dit, pas mal de chemin parcouru. Il y a eu un film avec elle. Ouais, ça c'est dingue. Ça, c'était ouf. Je produis mon premier film l'année dernière. Et puis, il y a eu 3 livres aussi chez Larousse. Et donc, voilà, il y a eu tout un parcours entrepreneurial qui m'amène ici aujourd'hui. Et est-ce que quand tu as créé ton activité, tu avais déjà une pensée entrepreneuriale ou c'était vraiment pour aider ta maman ? C'était comment tu te dis, allez, je me mets à mon compte Je pense que le côté... j'ai jamais, du coup, moi, bossé pour personne. Voilà. Donc, le côté entrepreneur, c'est pas un truc où je me suis posé la question, est-ce qu'il y a la possibilité de l'être ou de pas l'être ? C'est genre, j'ai bossé pour... dans des restaurants pour payer mes études, voilà, faire des petits jobs étudiantes, quoi. Et c'était évident que mon activité professionnelle et ce que j'allais passer la journée à faire pour le restant de mes jours, ça allait être quelque chose que j'allais faire à ma façon. Donc, c'était même pas trop une question, en fait. C'était, ce sera comme ça. Ok, c'était plutôt naturel. Et du coup, par où tu as commencé ? J'ai commencé en dernière année de licence. Il fallait que je fasse, du coup, un stage de 6 mois en entreprise sur mon projet professionnel. Mon projet professionnel à ce moment-là est devenu d'aider des femmes comme ma maman de plus de 40 ans à prendre soin de leur santé. Et en gros, à ce moment-là, je voulais accompagner les femmes sur le plan nutritionnel, sportif et aussi suivre leur estime d'elles. Je voulais voir un peu l'impact, d'un programme personnalisé sur comment est-ce qu'elles se percevaient. Et en fait, il y a 16 ans, j'ai pas trouvé un endroit, une entreprise où je pouvais faire ça. Tu vois, il n'y avait pas. C'était soit des clubs de sport, soit des psychologues, soit des nutritionnistes, mais il n'y avait pas vraiment, un endroit où je pouvais faire un stage où ça faisait tout. Donc, j'ai demandé à mes profs si je pouvais, du coup, récupérer mon DUG pour prendre une carte professionnelle, pour aller à l'URSSAF, pour monter ma boîte et faire mon stage de 3e année sur ma boîte. Excellent. Ils ont accepté. Trop bien. Et donc, en fait, j'étais entrepreneur comme ça, en fait. Du coup, j'ai fait tout mon stage de licence sur ma boîte. À la fin de ma licence, toutes les femmes que j'ai accompagnées, qui étaient mes cobayes pour mon sujet d'études, m'ont prise comme coach. Donc, j'avais mes premières clientes. Elles en ont parlé à leurs copines qui m'ont aussi pris comme coach. Et c'était parti, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, là, c'était à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà le business en ligne ou c'était pas du tout. Moi, le business en ligne, je suis venue très, très tard. Et c'était pas du tout une option pour moi. J'ai fait 10 ans de coaching individuel à domicile, en présentiel. Ce qui s'est passé, c'est que les 4 premières années, j'ai fait du coaching à Tours, où j'étais implantée avec ma famille, et à domicile. Et en 2014, je suis partie aux États-Unis. Donc c'est pareil, je la fais courte, mais en gros, je rêvais de vivre aux US. J'ai joué à la loterie pour gagner la carte verte. Je l'ai gagnée du premier coup. Énorme. J'ai vendu mon activité. Je suis partie aux US toute seule. J'ai recommencé à zéro là-bas. Et du coup, je suis restée 6 ans encore là-bas
à faire du présentiel. Donc en tout, j'ai fait 10 ans de présentiel. Ah ouais, donc ok, t'as bien charbonné quoi. Ouais. J'ai compté une fois plus de 15 000 heures de coaching à domicile. Ok. Et j'ai jamais bossé en boîte, tu vois, de fitness, enfin, tu sais, dans des salles de sport, etc. C'était toujours... T'allais chez les gens? J'allais chez les gens ou j'allais en entreprise, mais j'étais indépendante. Ok. Donc voilà. Et 10 ans de ça, et Covid. Ouais. Et du coup, Covid, du jour au lendemain, comment je réinvente une activité en ligne parce que j'ai pas le choix, en fait. Je suis au pied du mur. Donc j'avais rien, hein, j'avais pas de compte Instagram, pas de chaîne YouTube, rien du tout, quoi. Mais semaine 1 Covid, formation Instagram. Semaine 2 Covid, comment créer un business en ligne. Semaine 3 Covid, au charbon. Et puis 1er juin 2020, je lance ma plateforme en ligne. Ok, donc c'est finalement, c'est passé vite. Et donc 6 ans que tu as l'activité en ligne. Et là, ça fait 6 ans, ouais, en ligne. Ok, est-ce que là, du coup, je serais curieux de voir... alors déjà, il y a le premier point, tu dis, j'ai vendu mon activité de tour pour aller aux US, donc ça veut dire que tu as réussi à vendre... J'ai réussi à vendre un portfolio de clientes. Excellent. Tu as vendu ça à quel type de... J'ai vendu ça à une entrepreneur. Je lui ai fait un package avec... donc moi, j'étais déjà très personal branding, donc j'avais une voiture qui était floquée, avec des cils roses, avec... tu vois, genre coach sportif. Donc, si tu vas à Tours, il y a 16 ans, une voiture avec des cils floqués coach sportif, on n'avait pas 50. C'est clair. Donc, du coup, dans la région, vu que c'était quand même une petite région, j'étais quand même assez reconnue pour ce que je faisais. Et puis, je travaillais beaucoup avec les pros, avec les kinés, avec les gynécologues, avec les médecins. Donc, j'avais aussi un réseau de professionnels qui, du coup, me soutenaient et faisaient en sorte que le bouche à oreille m'amène du monde. Donc, j'ai vendu... toute cette notoriété donc en fait j'ai trouvé une coach sportive qui était hyper intéressée pour faire ce que je faisais. Elle m'a accompagnée pendant plusieurs mois avant que je parte pour s'approprier mon réseau, ma clientèle, ma façon de travailler. Et quand je suis partie, du coup elle a gardé la voiture, tout le matériel et le portfolio. Trop bien, ok, trop cool. Et donc là tu es partie aux États-Unis, et donc le business en ligne, est-ce que quand tu es passé sur le en ligne, il y a eu un changement d'identité au niveau de... Est-ce que du coup tu as recruté peut-être des équipes? Est-ce que tu commences? Oui, c'est là où j'ai scalé parce que les 10 premières années j'étais toute seule. Donc la façon dont tu t'es limitée avec ton temps. Du coup, et puis le business model c'était le bouche à oreille. Quand tu as un business en présentiel, en plus tu vas chez les gens, c'est hyper intime. Donc j'avais basé toute la façon de me faire connaître sur du networking en fait. Donc j'allais dans des endroits, je me faisais connaître, c'était vraiment ma réputation et le bouche à oreille quoi. Quand j'ai basculé en ligne, déjà c'est des nouveaux codes, donc il faut tout réapprendre. Le moyen d'acquisition, on est passé du bouche à oreille et du networking à des réseaux sociaux. Donc c'est encore une autre façon de s'exprimer, de se positionner, de se faire connaître. Et les funnels de vente avant, c'était tu discutes avec la personne, tu l'appelles, tu fais un call et tu vas chez elle, tu vois. Et là, du coup, c'est complètement différent. Il y a des emails marketing, il y a un temps aussi qui est un peu plus long parce que tu dois construire la confiance. C'est beaucoup plus long de la construire en ligne que de la construire en présentiel. Donc, et puis, tu n'as pas forcément toujours la validation d'amis quand tu es en ligne. Des fois, c'est du bouche à oreille en ligne, mais des fois, elle me découvre en scrollant sur Instagram. Donc, il y a tout ça qui varie. Et puis, il y a ce que tu as précisé aussi, c'est le fait de monter une équipe. Je suis passée de 0 à 3, puis 12, puis 14, puis 8, puis enfin, tu vois, genre, ça n'a pas arrêté de bouger en fonction des périodes de développement de la boîte. Là, on est une dizaine, ça fonctionne bien. Ok, donc là, tu es passé vraiment de, on va dire, solopreneuse, où tu vas chez les gens et sur ton temps, et voilà, tu as ton entreprise qui tourne, à vraiment entrepreneuse à gérer une équipe. Ouais, il y a la dimension management et gestion d'équipe que je n'avais pas avant. Après, moi, en tant que posture de CIO, mon job n'a pas changé tant que ça. C'est-à-dire que c'est toujours la vision. Qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, avec qui je veux le faire, et de me faire connaître. Parce que même quand j'étais en présentiel, une grosse partie de mon travail, c'était aussi de me montrer. Donc ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est le côté où maintenant, c'est plus du digital. Donc c'est se montrer plus en ligne. Et puis avec une équipe qui m'aide à gérer l'opérationnel parce que je peux plus le gérer toute seule. Ouais, clairement. Et quand tu étais en présentiel, tu avais déjà le côté vision et entreprise et peut-être créer une marque ou ou former des gens à ta méthode est-ce que tu avais déjà... J'avais pas trop ce truc de former des gens à ma méthode et de créer une marque, mais j'avais quand même ce truc de... comment je peux toucher plus de gens, avoir plus d'impact et partager ma vision de la santé de la femme au plus grand nombre. Donc j'avais déjà ce côté où ce qui me drive depuis le début, c'est l'impact. Et la cliente cible, c'est ma maman.
Ouais. Et ça n'a pas bougé en 16 ans, tu vois. Ouais. Après, ce qui a changé, c'est les moyens de le faire, quoi. Ouais, ou le bénéfice d'être en ligne, c'est qu'on peut, justement, on a une surface de personnes que l'on peut toucher qui est beaucoup plus grande. Et le film avec ta maman, comment c'est... Ouais. Alors, donc je suis rentrée en Europe fin 2021, début 2022. Après 8 ans à temps plein à San Francisco, donc post-Covid. Je me suis installée à Lisbonne et l'idée c'était de me rapprocher de ma famille pour pouvoir passer plus de temps avec mes proches. Mais en gardant ce côté expat que j'aime bien, qui me nourrit énormément sur le plan perso. Et donc je me base à Lisbonne et donc début 2022 quoi, en gros, le temps de tout faire. Et ma maman a eu un cancer digestif en 2024. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup... Cancer digestif, c'est... en gros, c'est d'origine endocrinien. Donc, elle a des dérèglements hormonaux qui font qu'elle a des tumeurs qui se développent sur son système digestif intestinal. Donc, en gros, elle avait des merdes un peu partout. Donc, ils ont fait une laparotomie. Ils l'ont littéralement ouverte en deux, quoi. Et puis, ils ont été retirés tout ce qu'ils pouvaient retirer. Et puis après, c'est un traitement... C'est pas vraiment de la chimio, c'est un traitement... médicamenteux qu'elle a en piqûre, quoi, qui permet de réguler ses hormones pour éviter que ça se développe. Donc elle peut pas être vraiment genre soignée à 100%, mais par contre son mode de vie permet que la maladie n'avance pas. Donc là elle est stable, tu vois, mais elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais elle est complètement stable et là elle fonctionne normalement, enfin tu vois, elle vit normalement, quoi. Et donc, c'est là où l'idée du film est... C'est là, en fait, où je me dis comment je peux faire en sorte, parce que je suis très proche d'elle, et je me suis dit comment je peux faire en sorte qu'elle n'ait pas comme seul objectif de survivre à une maladie de merde. Et donc c'est elle qui est venue me chercher, en fait, pour que je l'aide. Elle m'a dit, après la laparo et tout, j'ai besoin de récupérer mon corps. Et puis elle dit, je fais plus confiance à mon corps, sauf que j'ai pas le choix de lui faire confiance parce qu'en fait, genre là maintenant, en fait, c'est trop important que je prenne soin de ma santé. Donc j'ai besoin de me reconnecter avec mon corps et je lui fais pas confiance. Et elle me dit, je sais que tu peux m'aider à faire ça, mais du coup, faut que ce soit toi qui le fasses, quoi, en gros. C'était un peu ça, quoi. Faut que ce soit toi qui le fasses. Et moi, je me suis dit, ok. Bah, évidemment, voilà, je vais le faire. Et après, je me suis dit, comment je peux faire en sorte que ça puisse être un truc cool pour elle et pas juste, genre, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport parce que je dois pas tomber, enfin, tu vois, je dois fighter un cancer. Et donc, je me suis dit, de la mettre sur le projet d'un documentaire, ça peut être méga cool. Et bon, après, je la connais aussi un peu. Hein. Je sais que, tu vois, autant mon père, je l'ai fait intervenir dans le documentaire parce qu'on a retracé aussi un petit peu mon parcours. Et il était dans le fauteuil en mode oui, non. Et on est là, papa, va vraiment falloir que tu développes un peu les réponses parce que sinon, ça va être compliqué. Et autant ma mère, elle est là, où est la caméra? Tu vois, genre... est-ce que tu as bien enregistré ça? Tu vois, genre vraiment, trop bien. Elle joue le jeu à fond et elle est très rigolote et elle adore ça. Et donc, c'était vraiment pas un souci de... Tu vois, c'était pas un truc genre, j'ai pris ma mère et je l'ai mise devant la caméra pour faire un documentaire. C'est en fait, je savais qu'elle allait s'éclater à le faire. Je savais que ça allait aussi nous faire passer un max de temps ensemble. Parce que l'accompagnement, j'aurais pu le faire en digital avec elle. Mais du coup, le fait d'avoir le documentaire, j'allais l'avoir tout le temps. Et donc, égoïstement, c'était aussi, tu vois, un moyen de passer beaucoup de temps avec elle et d'avoir un max de souvenirs avec elle. Parce que tu sais pas comment ça va se terminer. Tu vois, quand on a commencé le film, on savait pas si... comment la maladie allait évoluer et tout, tu vois. Et de se dire, je veux avoir un max d'images avec elle et de souvenirs, tu vois. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il est venu le documentaire. Trop inspirant. Et là, qui est sorti. Et du coup, vous avez trouvé des équipes, c'est des équipes qui sont venues vous chercher. On l'a fait à deux. Hein. C'est Romain et moi. Parce que moi, je faisais toute la partie production, d'imagination entre guillemets de ce qu'on allait faire, sachant que c'était du réel. Donc, il n'y avait pas non plus, tu vois, on n'était pas dans de l'acting, tu vois. Et Romain a fait toute la partie capture et montage. On a juste pris quelqu'un pour faire la musique. Mais on l'a fait à deux et plus la musique. Quoi. C'est dingue. Et le lancement, vous l'avez fait où déjà? Je l'ai fait au cinéma à Paris le 16 décembre dernier. Je voulais vraiment marquer le coup. Parce que, en fait, ce projet-là, c'est, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, c'est bien aussi des fois de ne pas tout calculer sur l'argent et la rentabilité et tout ça. Et en fait, quand j'ai décidé de faire ce projet-là,
c'était vraiment genre, il va me coûter beaucoup d'argent, il va rien me rapporter, dans le sens où je ne veux pas en faire un projet rentable. Et je veux même pas que le sujet de comment je le finance vienne mettre du doute dans ce projet-là. Donc en fait, c'était décidé d'avance qu'il allait être à perte à 100%. Ouais, c'est acté. C'était comme ça. C'était en fait tout l'argent que je mets dans ce docu, je mets cet argent dans ce docu. C'est tout. Et donc, et en fait, je voulais qu'il soit accessible gratuitement à tout le monde. Je voulais pas, tu vois, le faire payer. Je voulais pas justement calculer ce truc de rentabilité de ce film. Donc pour moi, il était 100% à perte. C'est de l'investissement dans un projet, quoi. Et puis, je savais que j'allais le mettre sur YouTube parce que c'est le moyen de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre, gratuitement. Donc, ceci étant dit, c'est quand même un projet qui représente 16 mois de travail, plus de 200 heures de montage. Et je voulais marquer le coup, quoi. Donc, j'ai fait un lancement, j'ai fait 2 projections. Une à San Francisco et une à Paris. Et donc, j'étais évidemment aux 2 projections. Et les projections, celle de Paris était sur invitation. Celle à San Francisco, c'était des donations pour une association locale. Et donc, c'était l'occasion, en fait, de réunir toutes les personnes que j'avais envie de réunir pour faire cette projection et marquer le coup aussi de ça y est, j'ai accouché du projet, il est là, quoi. Ouais, c'est chouette. Et du coup, je suppose les retours que vous avez dû avoir... c'est trop bien. C'est génial. Parce qu'on l'a fait pour montrer que c'était possible et on voulait vraiment le faire pour montrer que même quand tu traverses des choses très compliquées, il y a toujours quand même de l'espoir et il y a toujours un moyen d'en faire quelque chose de positif et de beau. Et on avait aussi envie de montrer notre relation qui est assez atypique pour dire qu'il n'y a pas de règles dans les relations familiales. Tu vois, nous, on a ce truc où en fait j'ai beaucoup pris le rôle de mes parents quand j'étais petite. Depuis que je suis petite et même encore aujourd'hui, tu vois, il y a quand même ce rôle hyper inversé. Et des fois, c'est un peu genre, tu sais, on met les choses dans des cases, enfants parentalisés, etc. Et en fait, ça fonctionne pour nous. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça que mes parents étaient bien et c'est comme ça que moi, j'étais bien. Et ça a fonctionné. Et donc, de montrer qu'en fait, il n'y a pas de règle. Tu peux aussi inverser les rôles. Tu peux aussi avoir une dynamique où je suis la coach de ma mère, je suis aussi très souvent sa mère et je suis aussi une de ses meilleures amies. Et en fait, ça fonctionne. Et donc, on avait envie de montrer casser un peu les box et les idées reçues et montrer aussi que tu peux être malade et faire des trucs super chouettes. Ouais, donc ça, c'est vraiment inspirant de montrer qu'en effet, il y a... Je t'arrête quelques secondes. Si ce que tu vois t'inspire et tu aimerais te faire accompagner par quelqu'un de mon équipe ou par moi-même, je t'invite à prendre rendez-vous qui est 100% offert dans le lien dans la description et on verra ensemble si on peut t'aider ou pas. Et du coup, ça, c'est vraiment inspirant de justement montrer que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de règles et les choses se font et ça vient de nous. Et ça, tu penses que dans tes mots, cette inversion de rôle, ça t'aide pour l'entrepreneuriat, ça t'aide pour le business, ça t'aide à toucher les gens, ça t'aide à parler aux femmes de plus de 40 ans ou c'est vraiment 2 choses à part pour toi? Je pense que ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir eu des parents qui m'ont dit que j'avais pas besoin d'être dans une case. Tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'aide. C'est-à-dire que m'autoriser à être pleinement qui je suis, même si ça correspond pas à ce que je devrais être. C'est ce qui m'a le plus aidé dans l'entrepreneuriat, de m'autoriser justement à pouvoir être qui je voulais, quoi. Ouais. Ton fonctionnement du coup d'entrepreneuse, c'est plutôt genre tu as une idée, tu as un ressenti et tu y vas et tu vois ce qui se passe dans ce que ouais, c'est ça. Je veux. J'ai une idée, j'ai un ressenti, je fais. Et après, je vois les problèmes que ça crée et après, je réfléchis. C'est vraiment dans ce sens-là. Je réfléchis une fois que les problèmes sont là. En fait, j'adore résoudre des problèmes. C'est vraiment mon truc. J'adore résoudre des problèmes. Quand je discute... C'est pour ça qu'aussi, quand tu es entrepreneur et que tu discutes entre entrepreneurs, c'est tellement puissant. Les idées, elles fusent dans tous les sens parce que quand tu es problem solver, t'as qu'une idée, c'est donne-moi tes problèmes. Genre, c'est vraiment un jeu de les résoudre. Donc, du coup, moi, je fonctionne comme ça à l'instinct. Je passe beaucoup de temps avec mes clientes à les écouter, à essayer d'identifier quels sont leurs problèmes. Ensuite, je trouve des solutions pour les résoudre. Et je suis partie aux US alors que je parlais pas anglais. Enfin, tu vois, en premier, j'ai
eu ma carte verte. Ouais. En deuxième, je suis partie. En troisième, je me suis dit, bon, bah voilà, comment on fait maintenant, quoi. Ouais, comment je prends. Et là-bas, quand tu es arrivé aux US, t'étais directement en appartement J'ai habité pendant 1 an et demi chez l'habitant. Ok. J'avais pas de sous pour prendre un appart. Ouais. Donc pendant 1 an et demi, j'ai loué une chambre chez des Français qui avaient des enfants de mon âge qui étaient partis à l'université. Donc j'ai récupéré une chambre comme ça. Et j'ai mis 1 an et demi à avoir des revenus qui me permettaient d'avoir un studio et d'avoir une assurance santé aussi. Pendant 1 an et demi, j'avais pas d'assurance santé. Ouais, ça coûte trop cher. C'est genre $500 par mois pour vraiment le truc le plus bas, quoi. Ah ouais, ok. Et donc, non, j'avais pas de revenus, moi, au début. Donc, pendant 3 mois, j'avais 0 revenu. Au bout de 3 mois, je commençais à avoir des revenus qui payaient mes dépenses, donc mon loyer, ma nourriture. Et au bout de 6 mois, je commençais à pouvoir avoir des revenus. Et j'ai mis 1 an et demi à pouvoir prendre un appart, une assurance santé, tout ça. Wow. Et justement, ça me questionne sur ton rapport à l'argent. Comment c'est quoi l'argent pour toi? Aujourd'hui, c'est une énergie et qui est très fun. Ok. Avec laquelle je trouve que voilà, c'est juste une énergie avec laquelle faut jouer, quoi, entre guillemets. Quand je dis jouer, c'est plus surfer avec et s'adapter à comment ça vient, et voilà. Après 10 ans, je pense, de travail sur moi, sur mon rapport à l'argent. Ok. J'ai grandi avec 2 parents qui travaillaient en province. Donc secrétaire médical et policier municipal, donc des revenus moyens. Et donc j'ai pas manqué dans le sens où, tu vois, on avait de quoi partir en vacances et voilà. Mais mon papa surtout a un rapport à l'argent très compliqué, avec une peur de manque plus, qui fait que j'ai vraiment grandi en pensant que j'étais très pauvre. Et qu'on n'avait pas de sous. Que l'argent, fallait surtout pas dépenser, que c'était dangereux de dépenser et que voilà, fallait vraiment faire attention, etc. Fallait mettre de côté, voilà. Donc quand moi j'ai commencé à gagner mes premiers sous, parce que je travaillais en tant qu'étudiante pour pouvoir payer, tu vois, mes études et tout ça, j'avais très vite, je me suis sentie riche. Parce qu'en fait, j'ai tellement grandi en mode on n'a pas d'argent, que en fait, quand t'as 500 € et que t'as grandi en mode j'ai pas d'argent, t'es très riche. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, très vite, moi, je me suis retrouvée à dépenser avant de gagner. Et tu vois, un peu comme réfléchir après, tu vois. Donc, en fait, heureusement que j'étais à mon compte, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai commencé à me dire si j'ai envie d'un truc, je me l'offre. Et après, je trouve un moyen d'avoir de l'argent pour payer. Donc, j'ai jamais été, tu vois, à découvert. Quand t'es au début, tu vois, t'es toujours à découvert au tout début, mais genre de 100 € et puis après t'as les sous. Enfin, voilà. Mais par contre, j'ai jamais été en dette, tu vois, quoi que ce soit. Mais par contre, c'est sûr que j'ai quasiment tout le temps, je pense, vécu au-dessus de mes moyens pendant de très nombreuses années. Sauf qu'après, je trouvais d'avoir les moyens de comment je vivais. Donc, ça a été ça, mon rapport à l'argent. Donc, je me suis rendu compte quand même très vite qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez moi par rapport à ça. Et donc, en même temps, c'est inspirant de se dire en termes de... J'y vais, j'ai je la saute certitude et que après ça va je venir, construis le parachute. Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois. Alors, vraiment un bon profil entrepreneuriat pur. Donc oui, du coup, c'est vrai que j'ai eu ce truc-là où, vu que je voulais, en fait, tu vois, genre, je voulais partir faire tel voyage, ou je voulais offrir tel truc à mes parents, ou j'avais envie d'avoir, je sais pas, telle fringue, etc. En fait, je me disais, ok, donc il faut que je l'ai, donc je vais l'acheter, et puis je vais travailler dur, et puis ça ira, tu vois. Donc voilà, ce qui fait que je bossais 70 heures semaine pendant les 6 premières années, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Mais voilà, après, au bout d'un moment, quand je fais le burn-out et tout ça, j'ai aussi commencé à travailler sur mon rapport à l'argent et à voir d'où est-ce que ça venait. Et quand j'ai compris, en fait, je me suis dit, ah ok, donc on peut le faire, mais de façon un peu moins extrême et un peu plus safe. Parce que tu vois, vu que je suis très confortable moi, avec l'insécurité, et je suis très confortable avec l'hypervigilance. C'est mon mode de fonctionnement. Donc, si tu veux, je nourris beaucoup ça, vu que c'est un truc avec lequel je me sens bien. Donc, j'ai quand même appris à me mettre un petit peu plus de cadre. Parce que je peux aller très loin, je me mets pas de limites. Donc, j'ai appris à me mettre un peu de limites quand même. Ok, mais toujours par contre, même quand il n'y a pas de limite, t'as quand même
quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as vraiment une certitude que si tu dépenses, ça va le faire derrière. Ah oui, mais complètement. Et quitte à payer le prix et bosser beaucoup. Ouais. Et ça, c'est pour ça que je te dis, l'argent, c'est une énergie. Pour moi, si tu as l'énergie d'aller la chercher, elle est partout. Ok. Trop intéressant. Et du coup, c'est marrant parce qu'encore une fois, tu l'as dit au début, où tu n'es pas dans les cases, dans les règles d'un point de vue familial. Mais je vois au niveau des finances, tu vois, par rapport moi, à tous les entrepreneurs que j'entends, que je vois, les lectures que j'ai eues, c'est vraiment, tu vois, il y a limite mettre de côté, d'abord faire construire, avoir des actifs, et ensuite les actifs nourrissent le train de vie, etc. Et en fait, là, on peut voir qu'il y a un truc qui peut être aussi autre chose, en mode juste kiff, t'as envie de t'acheter ça, vas-y. Par contre, derrière, bûche, je te plains pas, quoi, boss. Ouais. J'ai commencé à me poser la question d'assurer mes arrières après 30 ans. Okay. Et j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19, tu vois. Okay. Donc pendant plus de 10 ans, c'était kiff et kiff. Ouais. Genre vraiment. Et en fait, si j'avais 2 000 euros par mois, je terminais le mois à zéro. Si j'avais 10 000 euros par mois, je terminais le mois à zéro. Ouais. Parce que c'était kiff. Et après, à 30 ans, je me suis dit, bon, ce serait bien quand même de réfléchir à, genre, mettre un peu d'argent de côté, construire une épargne, parce que j'étais aux US. Ouais. Donc, tu vois, t'as pas de chômage, t'as pas de retraite, t'as rien du tout. Ouais. Donc, à partir de 30 ans, je me suis dit, bon, ok, intéresse-toi quand même un petit peu à tout ça, construis quand même une épargne, construis... Ouais. Enfin, tu peux continuer de vivre comme ça, mais backup quand même, de la sécurité derrière, parce que voilà... Mais je pense que jusqu'à 30 ans, j'étais tellement... reconnaissante d'être en vie et de pouvoir faire tout ce que je voulais, que du coup, j'étais là, genre, je brûlais un peu la chandelle par les deux bouts, quoi. Mais c'était ok, tu vois. Et à 30 ans, bon, j'ai un peu de plomb quand même qui est arrivé dans la cervelle, et je me suis dit, bon, peut-être que tu vas vivre un petit peu plus que 40 ans, donc, genre, essaye quand même de penser à la suite. Ok. Et donc, c'est là où, du coup, tu as plus commencé après à épargner. J'ai commencé à mettre en place des choses, de l'épargne, de l'investissement, etc., ouais. Parce que souvent, moi, dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est marrant parce qu'il y a un profil qui était un peu comme toi, que j'ai accompagné, une belle boîte, genre 8 millions et tout, et le gars n'arrivait pas à épargner. Il disait, mais moi, Pierre, l'argent, je crame, quoi. Et du coup, donc, à chaque fois, il a vraiment épargné, générer, épargner, faire fructifier. Et lui, c'était ce point-là, du coup, justement. Mais lui, c'était plus de la culpabilité vis-à-vis de certaines personnes. Et quand on a fait sauter ça, il a pu commencer justement. De toute façon, c'est complètement psychologique. Enfin, moi, c'est en travaillant sur moi et mon rapport à l'argent que j'ai vu pourquoi j'épargnais pas et pourquoi. Moi, j'avais vraiment ce truc où l'argent, s'il y en avait trop sur mon compte, c'était pas normal. Ok. Donc, pas forcément de la culpabilité, mais vraiment ce truc de. Je pourrais l'utiliser pour qu'est-ce que ça fout là, tu vois. Je pourrais faire kiffer tout le monde. Mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent avant de me dire, ok, donc là, j'ai fait kiffer tout le monde, je me suis fait kiffer moi aussi. Là, la prochaine chose à faire, tu vois, j'ai déjà donné aux associations et tout ça. Donc, en fait, une fois que tu as fait tout ça et que tu te dis, putain, il en reste encore. On va acheter un appart. Tu vois, genre. Mais parce qu'au début, c'était vraiment faire kiffer mes proches, ensuite me faire kiffer, aider les gens que je pouvais aider. Et puis après, oui, au bout d'un moment, tu te dis, bon, va quand même falloir rassurer un peu le futur. Et parce que tu as envie de vivre longtemps. Pendant des années, moi, j'étais persuadée que je vivrais pas longtemps. Donc, je pense que ça participait au fait que, vu que dans ma tête, j'allais travailler jusqu'à la fin, vu que j'allais mourir jeune. Donc, j'avais pas ce truc-là. Puis bon, après, au bout d'un moment, tu te dis, bon, on sait pas en vrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, assure quand même tes arrières au cas où. Au pire, ça servira à mes sœurs, tu vois. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'avais une question qui est venue. Mais elle est repartie. Bon, c'est... je vais changer de question du coup. Tu vois, pour revenir après sur le côté... j'ai eu plein de liens et j'aimerais te questionner sur le côté de dépolarisation. Toi, à quel moment tu t'y es intéressé? Parce que je crois que tu as commencé par un séminaire, je pense, le TILT de mémoire. J'ai fait TILT en premier. Ok, je pense que ça remonte à 3 ans. Il y a 3 ans, je me suis dit, j'ai envie de bosser sur mon identité. Je sentais qu'il y avait un décalage entre où je voulais aller et qui j'étais. Tu vois, ces espèces de paliers dans l'entrepreneuriat, quand à un moment tu te dis mon identité n'est pas encore franchi le cap que je suis en train de franchir en termes de posture entrepreneuriale. Tu vois, il y avait un décalage. Et vu que l'alignement, pour moi, c'est vraiment central et c'est quelque chose d'extrêmement important, je me suis dit, ok, donc là, je ressens un petit peu de désalignement entre ma posture, mon identité et où est-ce que j'en suis. Donc j'ai besoin de réajuster ça.
Donc j'ai commencé un peu à parler autour de moi à mes potes entrepreneurs j'essaye de travailler sur de l'alignement, etc. Et Gérald m'a recommandé ton livre, Identité gagnante. Ouais. Ah oui, du coup, Identité gagnante. Donc j'ai commencé par Identité gagnante. Je lis très très peu, mais genre vraiment, j'écoute beaucoup d'audiobooks, mais je dois lire en papier un livre par an. Donc c'était le tien. Et j'ai adoré, je l'ai lu très très vite. Et du coup, après, je me suis dit, ok, ça me parle, donc je veux aller plus loin. Et donc, je suis allée faire Tilt. Et ça m'a énormément parlé, je voulais aller plus loin. Et donc, du coup, j'ai fait Identité gagnante, du coup, ton programme. Et j'ai refait Tilt une deuxième fois. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis venue à la dépolarisation. Dans un premier temps pour moi. Et puis, très très vite, j'ai pu faire les ponts sur comment est-ce que les personnes que j'accompagne, je pouvais utiliser cet outil-là aussi pour les aider quand je vois des choses, justement, et que je trouve que la dépolarisation, c'est un super outil pour mettre dans la matière des choses qui prennent beaucoup de temps avec des psys. Et j'adore je bosse aussi avec des psys. Enfin, tu vois, genre, j'aime plusieurs méthodes. J'aime travailler avec la dépolarisation, j'aime travailler avec ma psy, etc. Je trouve que c'est extrêmement complémentaire. L'un remplace pas l'autre. Mais des fois, c'est vrai que la dépolarisation, tu poses ton tableau et bon, voilà, tu vois le truc direct. Ce qui te fait quand même gagner quelques séances, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça va vite. Ouais. Et toi, en tant qu'entrepreneuse, est-ce que ça t'est utile ou tu as gardé les mêmes mécanismes avant? Est-ce que j'ai beaucoup bougé depuis que je me suis intéressée à cette question d'identité. Ma posture a beaucoup bougé et j'ai beaucoup bougé en tant que personne. Donc, et je pense que oui, en grande partie, la dépolarisation m'a aidée à ça. Je pense que ça m'a beaucoup apaisée sur le fait qu'au final, j'ai absolument toutes les qualités et tous les défauts du monde. Et ça m'a pas mal apaisée, tu vois, sur ça. Et finalement, où est-ce que je mets le curseur en fonction des situations? Tu vois, m'autoriser aussi, des fois, à pas forcément être une bonne personne, parce que j'estime que dans cette situation-là, en fait, c'est la personne que j'ai envie d'être. Ou à l'inverse, d'arrêter de me raconter que parce que j'aide des milliers de femmes, je suis une sainte, quoi. Vraiment ce côté où... genre casser un peu tout ça, déconstruire tout ça et me réapproprier toutes les parts de moi et me dire qu'en fait, moi qui a besoin de ne pas être dans une case, justement, ça m'a énormément aidé à me dire oui, en fait, les cases n'existent pas. Elles n'existent que si tu décides qu'elles existent, sinon c'est ça. Faut passer autour. Et toi, aujourd'hui, comment tu te vois dans ton activité dans les 5 prochaines années? C'est quoi aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je fais à la fois un métier que j'ai créé sur mesure pour moi, qui me permet de vivre confortablement, qui me permet d'avoir le mode de vie que j'aime, qui est atypique aussi. Et donc, aujourd'hui, je pense que je suis assez apaisée sur le fait que j'ai plus grand-chose à me prouver, ce qui m'a drivée pendant beaucoup d'années. Et ce qui m'anime, c'est toujours l'impact sur les femmes que j'accompagne. Donc, c'est comment je peux continuer de les inspirer et comment est-ce que je peux continuer de les aider pour qu'elles se réapproprient leur corps, qu'elles sortent de régimes restrictifs ou d'injonctions sur comment elles doivent être. Et donc, peu importe les formats que j'utilise, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le fais à travers les livres, je le fais à travers le film, je le fais à travers les réseaux sociaux, les articles de blog que j'écris ou la chaîne YouTube. Donc, en fait, j'ai plein de façons de le faire. Et ça m'amène aussi de très belles opportunités de rencontrer des gens, d'échanger. J'ai fait un peu de radio, un peu de télé. C'est un format que j'aime bien. Donc voilà, du coup j'explore les différents formats pour continuer d'avoir de l'impact. Et quoi qu'il arrive, je garde la communauté qui me suit depuis le début. Et donc je suis encore très très investie et je le resterai. Ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour moi dans la livraison de ce que je propose. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui m'aide pour que ce soit moi qui soit avec mes clientes. Et ça, c'est très important. Et tu vois, je fais plus de 10 heures de coaching sur mes programmes par semaine. Et pour moi, ça, c'est... Plutôt en groupe, coaching groupe. Je fais que du groupe. Que du groupe, du coup. Je peux plus faire de l'individuel. Mais par contre, tu vois, j'ai 4 séances de sport en groupe. Même si j'ai d'autres coachs, j'adore faire mes séances de sport avec elles. Et j'ai 4 coachings avec elles semaine, suivant les programmes, de 1h30 à 2h, donc des coachings de groupe.
Et en plus de ça, 1 à 2 fois par mois, je fais des masterclass gratuites en ligne pour toutes les personnes qui ne peuvent pas acheter mes programmes, mais pour qu'elles aient le contenu en fait et les infos, quoi. C'est trop chouette. Ok. Ouais. Donc tu es vraiment drivé par l'impact. Ouais. Et, Ouais, tu as une idée de combien de femmes tu as touchées aujourd'hui depuis que tu as commencé? Toucher, c'est énorme, je pense, parce que tu fais 5 millions de vues par mois. Donc, Tu fais 5 millions de vues par mois? Ouais. Ah oui, donc ok, il y a de l'impact. Donc l'impact, il est là. Mais accompagner plus de 3000, ouais, plus de 3000. Accompagner vraiment avec un suivi, avec un programme où elles m'ont parlé, je leur ai parlé en indiv, ouais. quoi. Donc on arrive à plus de 3000. Ok, et ça te fait quoi de voir que tu as déjà 3000 personnes et que tu en as... Je suis ultra nourrie. Ouais. Enfin, tu vois, genre, c'est... Moi, je suis persuadée qu'une personne qui est mieux dans son corps est mieux dans sa tête, parce que pour moi, les deux sont liés. Si tu te réappropries ton corps et que tu t'aimes davantage, bah, t'es mieux dans ta tête. Et je suis persuadée que quand la personne, elle est mieux dans son corps et mieux dans sa tête, c'est une meilleure personne dans ses comportements au quotidien. Puissant, ouais. Et donc, du coup, tu vois, une personne que moi, je peux aider à être mieux physiquement et moins fatiguée, avec plus d'énergie, bah, elle va impacter des dizaines de personnes dans sa journée à elle. Et ça va impacter d'autres personnes. Et en fait, de me dire que je peux contribuer juste à ce qu'il y ait des gens qui soient un peu plus heureux, ça me drive. Ok, trop chouette. Ouais, trop cool, je pense qu'on a fait le tour. Alexia, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton parcours. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à quelqu'un qui écoute ou qui regarde? Ouais, j'aime bien rappeler que ça prend du temps, peu importe ce qu'on a envie de faire, que ce soit d'être en bonne santé physique, en bonne santé mentale, que ce soit de monter un business, d'atteindre ses rêves. Juste, ça, en fait, je pense réellement que c'est possible et accessible à tout le monde, mais ça prend du temps et il faut être juste OK avec ça, en fait. Parce qu'il y a trop de gens qui arrêtent de prendre soin d'eux ou de suivre un rêve parce que c'est long et que c'est dur, alors que c'est possible. Donc, juste d'être patient, en fait. Soyez patient, ok. Ouais. Intéressant. Ouais, lâchez pas et soyez patient. Et vraiment, je pense que c'est la qualité qui m'a le plus aidé dans mon parcours entrepreneurial, c'est la résilience. Ok. Et donc, voilà, soyez résilient. Résilient. Ouais, trop bien, trop cool. On va mettre les liens. On peut te suivre plus sur Instagram, sur YouTube. Ouais, beaucoup Instagram. YouTube, il y a beaucoup de contenu aussi. Et puis après, en librairie, chez Larousse, pour les livres. Celui-ci, tu peux nous en parler rapidement? Je pense qu'on en a parlé en off, mais je pense pas qu'on en a parlé là. Je me mets à la musculation. Ouais, celui-là, donc c'est le petit dernier, petit bébé. J'avais, toujours dans cet objectif d'impact, j'avais envie de remettre le muscle à l'endroit où, pour moi, il doit être, c'est-à-dire un organe de longévité, de santé physique et de santé mentale, et pas juste quelque chose de superficiel pour être bien, tu vois, en maillot de bain, quoi. Donc, c'est comment la musculation impacte ta santé physique, ta santé mentale, et comment commencer la musculation toute seule à la maison. Et vraiment, tu as toutes les clés dedans. Tu as toute la partie vraiment explication physiologique. Ouais. Tu as la nutrition, tu as le sommeil. Et puis, tu as toute la partie pratique avec des dizaines d'exercices accessibles à tout le monde que tu peux faire à la maison. Ouais, c'est ça. Je vois 40 séances à partir de 10 minutes accessibles à toutes. Donc voilà, disponible dans toutes les librairies, je suppose. Oui. C'est Larousse. Ok, super. Cool, merci Alexia. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, le partager. On mettra les liens bien entendu d'Alexia en dessous. Je vous encourage vraiment à la suivre. Et pour vous, on se revoit sur un prochain épisode. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.